Bonjour, vidéo T008C2 sur le Mamiya Press en général, le Mamiya Universal en particulier, et je vais revenir un peu sur le premier modèle du Mamiya Press et un peu sur le Mamiya Super 23 que j'ai déjà présenté dans la vidéo T008C. Donc le Mamiya Press Universal ressemble comme deux gouttes d'eau à son frère le Mamiya Super 23, sauf que c'est marqué Universal sous le viseur. Voilà. Bien sûr, ces deux boîtiers appartiennent à la même famille, ont beaucoup d'accessoires en commun, mais l'Universal présente quelques possibilités que n'offre pas le Mamiya Super 23. Le Mamiya Super 23, et c'est pareil, c'est marqué Super 23 sous le viseur. Voilà, sous le viseur. Voilà. C'est un peu lourd à porter d'une main, mais bon, on y arrive. Le Mamiya Press tout seul, date d'avant, et offre avec beaucoup moins d'avantages les mêmes caractéristiques, les mêmes possibilités que le Mamiya Super 23. Quelle est la différence essentielle entre le Mamiya Universal et le Mamiya Super 23? Le Mamiya Universal propose, lui, la possibilité d'interchanger les dos, mais pas que les dos exactement, mais l'interface des dos. C'est-à-dire que là, j'ai l'interface pour les dos S de Mamiya Press, et en appuyant sur des petits boutons, en jouant sur des petites languettes, je peux déverrouiller de chaque côté deux languettes qui me permettent de changer l'interface du dos. Voilà, ce qui va me permettre d'en mettre d'autres, une autre interface qui elle est avec un dépoli par exemple, et ainsi de suite. Et l'intérêt de ce système, c'est que l'on va pouvoir jouer avec deux types de dos. On va pouvoir jouer avec les dos type S du Mamiya Press et avec les dos type G, Graflock, du Mamiya RB. Voici un dos de Mamiya RB. Donc il y a une interface différente qui est du système Baby Graflock, voilà, qui est un système Baby Graflock. Donc le système d'attache est différent, la gamme de dos est différente, et l'intérêt de ces dos, c'est que on va pouvoir avoir très facilement des dos 6-7, puisque le RB est en format 6-7, mais ça nous donne aussi accès à ce dos qui est en format 6-8, qui est un dos motorisé. Donc il y a des piles dedans qui assurent l'avance du film. Alors, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que ça fait un format 6-8. Donc, le Mamiya Press donne accès à différents dos. Dans les dos RB, on a des dos qui sont nativement format 6-7, à avance manuelle. On a ce dos motorisé en format 6-8 qui est à avance automatique. Il y a eu un dos avance automatique qui doit être en format 6-7, autant que je me souvienne, mais qui est en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a le dos qui ressemble au dos 6-7 normal, mais avec une partie, avec une excroissance en dessous, et qui fonctionne avec un boîtier qui est mis sous le... avec un boîtier qui est mis sous l'appareil photo. Voilà. Donc souvent on trouve le dos sans le boîtier, et alors je ne sais pas si le boîtier c'est les piles ou pas, ou chose comme ça. Enfin bon, j'ai cru comprendre que cette version-là fonctionnait que grosso modo que sur le RB. Le RB va vous offrir, comme c'est un standard Baby Graflock, ça va vous offrir des dos 6-6 avec une avance par levier, à la différence du dos S, et puis des dos 4,5-6 par exemple, toujours avec une avance par levier. Donc avec une avance simplifiée, avec une avance, on n'a pas à compter sur les dos, sur les impressions qui sont au dos des films 120.
Donc bien sûr, tous ces dos-là, ça prend du film 120. Voilà, donc au dos, au dos du papier du film 120, il y a toujours ces impressions qui vous permettent de voir qu'en haut, ben, on a la progression 1, 2 du 6-9. Au milieu, on a 1, 2, 3, 4 du 6-6. Et en bas, on a 1, 2, 3, 4, 5 du 4,5, 6. Voilà. Donc c'est le même film qui va partout. Les dos de RB, à ma connaissance, sont monoformat, 120 ou 220. Par contre, le dos motorisé, lui, est biformat, 120 et 220. C'est-à-dire qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire tourner le presseur du film, le presseur du dos, et le compteur passe automatiquement de 120 à 220. Alors, j'ai pas eu exactement le temps de faire des tests sur ces dos-là, parce que je les ai reçus il n'y a pas si longtemps que ça, mais je les ai testés pour mesurer les avances et ainsi de suite. Voilà, donc j'enlève le... Alors, je vais recommencer parce que vous voyez tout. Donc c'est un dos, tout ce qu'il y a de plus basique, standard dans son design, dans sa façon de faire et ainsi de suite. Donc on a deux tirettes. Alors c'est noir sur noir. Hop là. Voilà, on a deux tirettes, une de chaque côté. Hop, 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 hop. On ouvre le dos et puis on a une cassette que l'on enlève, voilà. Et dans la cassette au milieu, alors là j'ai assez peu de poids. Si vous voyez, il y a un petit bouton rond au milieu, là, au-dessus du truc. Si on appuie là-dessus, ça fait bouger le presseur et on lui fait faire un 180 degrés. Donc on appuie puis on tourne et donc du coup en bas on voit écrit en rouge. Alors là ça va pas être évident. Il le chope. Oh, petit. Oh. Voilà. Donc là on a un 220 qui est écrit en rouge dans la fenêtre en bas. Et si je le remets dans la position 120, on va avoir le 120 qui s'affiche. Voilà. Alors je ne saurais dire, parce que ça, c'est pas quelque chose que j'ai lu dans les livres à propos du système, que j'ai pas lu dans le livre de Paul Salver sur les moyens formats, où ce dos-là devait peut-être même ne pas exister quand le bouquin a été écrit. Donc, je ne sais pas si on a une meilleure planéité quand on met le presseur en 220 ou quand on le met en 120. Si on le met en 220, qu'est-ce qui se passe? Le compteur va avancer jusqu'à... qu'est-ce que je vais dire 16 vues. Il va pouvoir faire 16 vues. Attendez, je suis en train de dire une bêtise. Il va pouvoir faire 18 vues. Pardon, 18 vues. Parce que le film 120 fait 9 vues. Voilà. Donc, moi, faire 9 vues, ça m'intéressait pour la trichromie, parce que la trichromie vous prend 3 négatifs par photocouleur que vous faites. Et donc, du coup, le dos 6-9 qui fait que 8 vues par film 120 m'intéressait moins. Et vous allez me dire, oui, mais il y a le 6-7 qui fait 10 vues. Bon, ben voilà quoi. On peut pas tout avoir, et ainsi de suite. Donc on remet le dos dans le bazar, en faisant gaffe de le mettre dans le bon sens. Est-ce qu'il y a un détrompeur ou pas? Je ne sais pas. Voilà, il y a un sens dans lequel ça rentre et un sens dans lequel ça rentre pas. On ferme le bazar et ainsi de suite. Et donc du coup, le dos se monte sur une interface prévue par Mamiya. D'accord? Donc c'est une pièce faite par Mamiya. Alors déjà, pourquoi est-ce que cette pièce existe? C'est assez intéressant, c'est une question à se poser. Ensuite, il faut faire attention parce que en fait, il y a un piège.
il y a un piège que j'ai fait, bien sûr, et lequel je me suis fait avoir. Voilà. Donc là, je tire sur mes petites languettes, je peux enlever mon dos, mettre mon dos, mon interface Graflux, et puis voilà, et donc j'ai un dos 6-8, motorisé, ça, c'est un épiphénomène. D'ailleurs, ça peut amener plus d'inconvénients que d'avantages, si on y réfléchit bien, qui se monte donc sur le Mamiya universel. Voilà. Alors on peut, bien sûr, on enlève le volet, qui, alors pour cette fois-ci, comme il y a le boîtier à pile qui est derrière, ben, il n'y a pas de poche pour mettre le volet, ce qui est, ben, c'est comme ça. Ils auraient pu casser un peu plus la nénette pour réussir à en mettre un quand même, parce que le volet on le met tout le temps, les piles on les change pas souvent, d'accord. Ça peut utiliser les accus de 1V2 ou les piles de 1V5, c'est des piles AA, c'est 4 piles standard AA. Que dire de plus, une fois que vous avez mis le film, avancé le film jusque les deux flèches soient alignées avec la flèche du papier, vous refermez, vous appuyez sur le bouton Start, et puis ça va vous charger le film jusqu'à la première vue. Et puis, alors sur le RB, il y a une quéquette du RB qui sort et qui appuie sur un interrupteur en fin d'exposition pour dire tu peux avancer le film Coco. Sinon, vous avez un petit levier métallique qui est derrière, là, au milieu, et puis vous actionnez le levier et ça avance d'une vue. Voilà. Donc là où je dis c'est peut-être pas terrible, c'est que si ça se prend dans un bouton de la chemise, ça peut vous faire avancer une vue toute seule. Enfin voilà, bon, moi ce qui m'intéressait c'est que ça fasse 9 vues pour faire de la trichromie, et puis on verra ce que ça donne. Après, bon, on a l'oculaire qui est quand même prêt, donc ça éloigne un peu l'objectif ça éloigne un peu l'oculaire du visage et de l'œil, mais comme qu'il dirait, on voit ce qu'on a à voir. On voit les cadres et tout ça, bien sûr les cadres sont les mêmes que sur le Mamiya, sont les mêmes que sur le Mamiya Press Super 23, 100, 150, 250. La baïonnette est la même, bien sûr, à 3 pales. Donc, je vous rappelle, la baïonnette, alors je ne sais pas si on va voir bien sur cet objectif-là. La baïonnette est à 3 pales, alors que la baïonnette du Polaroid 600, qui est un appareil qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Mamiya Universal, puisqu'il est fabriqué par Mamiya pour Polaroid sur la base du Mamiya Universal, lui a une baïonnette à 4 pales. Donc les objectifs de Polaroid 600 ne sont pas compatibles avec les boîtiers Mamiya Universal, Mamiya Press, Mamiya Super 23, et réciproquement. Donc on a des accessoires intéressants et d'autres moins qui laisseraient penser que ça puisse être utilisé. Il faut que je réussisse à ouvrir mon bazar. Voilà, hop, 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 hop. On enlève les petits tac tac tac, les petits œufs, les petits plastiques, les petits hop, 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 les petits caoutchoucs. Par exemple, on a le dos dépoli. Un dos dépoli qui se monte directement en lieu et place du système. Alors, et là où ça commence les ennuis, c'est parce qu'on se dit, très bien, je vais acheter un dépoli, et puis le dépoli il doit être au standard Grafloc, et donc du coup, je vais pouvoir acheter acheter qu'une seule chose, acheter que le dépoli, et puis je démonte le dépoli, et je peux mettre le dos dessus, puisque
sur les photos d'eBay tous les attributs que l'on s'attend à avoir d'un dépoli, pas d'un dépoli, d'un dos au standard Graflock. Et quand on lit la documentation, effectivement dans la documentation, ils disent bien que sur le dos Graflock, on peut mettre tous les accessoires Graflex dessus. Voilà. Sauf le dépoli. Sauf le dépoli. Donc ça, c'est une première déconvenue dans le système où, si vous voulez utiliser des dos Graflock, il faut que vous trouviez l'accessoire Graflock et pas jouer les radins en disant je vais acheter le dépoli puis je vais virer le dépoli. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser le dépoli pour ça? Tout simplement parce que les tirettes ne sont pas... Là, j'ai les tirettes qui sont ouvertes au maximum. Et là, j'ai les tirettes qui sont ouvertes au maximum. Et en fait, il y a un ingénieur, il y a quelqu'un en marketing. Voilà. Donc là, je vais faire l'inverse. Voilà. Et donc là, voilà, on a les tirettes qui sont ouvertes au maximum et je les mets à la même hauteur. Voilà. Et en fait, on va s'apercevoir que les tirettes du dépoli sont plus écartées que les tirettes de verrouillage du dos. Et donc, quand on les met à fond, quand on serre les tirettes à fond, eh bien, ça ne verrouille pas le dos. Parce qu'en fait, ce dépoli-là peut être livré avec un petit hood, un petit viseur qui se fixe dessus, et ces tirettes servent à fixer le hood et ne servent pas du tout à fixer un dépoli, et le dépoli est tenu par un cadre en plastique qui est tenu par des vis et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une pièce, un système à part, et pas du tout un système ouvert, pensé intelligemment et ainsi de suite. Et si on va regarder d'un peu plus près le Graflock, là on va s'apercevoir qu'il y a des crochets. Voilà, donc là vous voyez on a un petit crochet noir qui est tout contre comment s'appelle, la tringlette. Voilà. Et ça c'est un crochet qui permet normalement d'utiliser les dépolis de Baby Graflex. Donc de Graflex, de chambre Graflex, comme moi je vous en ai présenté une en 4-5 pouces, ça existe aussi en format 6-9 et normalement c'est le truc que l'on peut mettre. Il me semble me souvenir que ce dépoli était livrable pour le Mamiya RZ, mais j'en ai pas trouvé sur eBay, j'en ai pas retrouvé trace, et ainsi de suite. Pourquoi Mamiya a fait cette interface là? On se pose encore la question. Et en fait, c'est moins un accessoire de Mamiya Press que c'est un accessoire de Mamiya RB. Le Mamiya RB était disponible avec une interface Graflock rotative pour pouvoir mettre des dos 6-7 rotatifs. Pour une raison que j'ignore, il existe une possibilité d'enlever cette interface à l'arrière du RB pour mettre une interface comparable, compatible au Mamiya Universal. Ce sont les mêmes accessoires qui se montent dessus, d'où ce dos horizontal, qui existe aussi en dos vertical, qui existe aussi en dos, en dos pour mettre des dos S sur le RB. Alors, est-ce que c'est parce qu'il s'était aperçu que oui, le boîtier du boîtier RB avait en fait un passage de lumière plus important que le 6-7 et il permettait donc
d'utiliser des dos, des surfaces de film un peu plus importantes, et ceci avant d'inventer les dos 6-8. Très bien, pourquoi pas. Mais c'est une possibilité. Est-ce que parce que les dos S étaient tellement meilleurs que les dos RB que du coup pour des travaux précis, eh bien les personnes pouvaient être intéressées à utiliser ces dos-là. Je vous rappelle que ces dos-là, ce sont ces dos-là que Nikon a choisi pour mettre sur ses appareils photo de photo au microscope à très haute résolution patin couffin, voyez. Alors qu'ils avaient le choix, ils avaient un partenariat avec Mamiya, mais Mamiya faisait aussi des dos de RB qui auraient été tout aussi bien. Voilà. Donc dans le catalogue de Mamiya, c'est ces dos-là qu'ils ont choisi pour mettre sur leur microscope. Et voilà. Et donc du coup, pour le RB, il y a une pièce qui permet d'avoir exactement cette interface-là à l'arrière du RB, et puis vous pouvez monter une interface S horizontale ou une interface S verticale. Voilà, verticale. Mais en fait, cette interface S verticale ne sert que sur le RB, tout simplement parce que le viseur du Mamiya Universal bloque l'usage du système. Donc moi j'ai qui était arrivé avec un lot, j'ai le comment ça s'appelle, j'ai ce petit accessoire qui est un dépoli pour utiliser des châssis plan film unitaire. Et puis bah grosso modo ça se monte pas quoi. Ou si ça se monte, c'est pas la joie quoi. Alors pourquoi ça se monte pas dans ce sens-là? Parce que ça se monte oui, ça se monte que dans ce sens-là. Voilà. Donc ça se monte que dans ce sens-là. Il y a une bille. Tac tac tac. Et donc si je le mets dans l'autre sens, voilà. Et donc là je peux glisser en dessous des châssis plan film unitaire. Et j'ai un, comment ça s'appelle, un dépoli pour voir, et le dépoli est monté sur ressort. Et le dépoli est monté sur ressort pour laisser passer le châssis, et vous avez même un levier qui permet de le manipuler de l'extérieur de manière simpliste. Enfin bref, bon. Donc, entre guillemets, c'est le piège à con à pas faire, et choses comme ça, et voilà. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que je pourrais pas quand même utiliser les dos RB en mode vertical, ce qui pourrait être intéressant, amusant, que sais-je, pour faire du cadrage en portrait, sachant que, bah, après tout, les cadres dans le viseur, eux, ils sont totalement 6.9, 6.7, point barre. Enfin bon, entre 6.9 et 6.7, le 6.8, il doit être assez facile à voir. Et puis, c'est relativement limité en nombre de cadres, puisque en nombre de cadres, on a 100, 150 et 250. Voilà. Donc, comment dire, ce dos-là m'intéressait, j'ai essayé de l'avoir. Pour l'avoir, il fallait un universal. Et voilà à peu près l'excuse bidon que je me suis trouvé pour m'acheter un universal. Voilà. Alors, malgré que ce soit des accessoires Mamiya des deux côtés, c'est pas évident à enquiller correctement. Si je me cours pas, oui c'est ça, ça s'enquille à peine. Voilà. Donc en fait, il faut réussir à enquiller un côté en inclinant un peu, et puis là il rentre très bien, et puis l'autre côté, ben,
On n'a pas trop de place pour passer les doigts, hein, c'est plutôt pour des doigts fins. Et on réussit comme ça à mettre son dos. Donc, la grosse différence avec le Mamiya Super 23 et le Mamiya Press tout court, c'est cette possibilité de changer le dos pour avoir accès à des dos dépolis plus facilement, parce que celui-là va ce dos dépoli là va sur le Super 23, puisqu'il est un standard Super 23. Des viseurs, des dos différents, voilà. Grosso modo, c'est ça. Le Mamiya Universal offre, c'est un des rares moyens formats à offrir la possibilité de faire du Polaroid sur des films 107, 108 et la série 600 en format natif. Parce que le dos se met directement sur le boîtier sans plaque interface. Et donc du coup, bah, vous avez des Polaroid plein format qui ne sont pas recadrés. Alors, Polaroid c'est mort, ça n'existe plus, mais bon, il y a des gens qui ont des stocks, il y a des gens qui en refabriquent, entre l'homographie, Fuji et des choses comme ça, on doit réussir à trouver son bonheur. Le Super 23, comme le Mamiya Press originel, lui n'a pas le dos n'a pas d'interface démontable. Il a une interface pour les dos qui est fixe, et par contre, elle offre la particularité, ça je vous l'avais déjà présenté, offre la particularité de pouvoir être déverrouillé. Voilà, être déverrouillé et d'être mobile avec un système de tirette, voilà, avec un système de tirette qui permet des bascules. Alors, il va de soi que, il va de soi. C'est louable, c'est gentil. Il y a un ingénieur qui a pensé à ça, il a pensé à nous, il a dit tiens, on va leur faire un système de bascule et ainsi de suite. On va faire, on n'a pas la place, tiens, on va faire comme Technica. Voilà. Donc ça, c'est un système qui existe sur les Technica de chez Linoff, qui est tout aussi inutilisable. Ça d'abord, ça s'utilise éventuellement que sur pied. Ça peut éventuellement s'utiliser sur un objectif particulier qui est le 100 ouvert à 3.5, Mamiya. Donc ça c'est voilà, tac 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 tac. Voilà, 100 ouvert à 3.5. Qui offre la particularité d'être télescopique. Donc, pour un sujet un peu lointain, mais pas forcément à l'infini, on peut tenter une bascule arrière, parce que c'est une bascule arrière du boîtier, pour tenter un Scheimpflug et tenter de jouer sur la profondeur de champ et ainsi de suite. Voilà. Pour les objectifs, donc il y a différents objectifs sur ce système-là, qui sont bien sûr, excuse-moi, je reviens sur ce système de dos. Le système de dos à tirette est aussi sur le Mamiya Press première génération. Pour ce que j'en sais, la différence avec le Mamiya Press première génération et cette série de boîtiers-là, on a une correction de la parallaxe qui se fait par déplacement de l'oculaire sur le vieux modèle. Là, la parallaxe se fait par déplacement des cadres, ce qui est très pénalisant.
vous avez un télémètre, une mise au point automatique, vous faites la mise au point au télémètre, et puis, ah oui, je suis sur 4 mètres, hop, 4 mètres, et je peux cadrer. Ça va pas. Il a une forme un peu plus compacte, puisque le viseur est moins encombrant. Et puis, c'est à peu près tout. Hein. Il me semble qu'il a des cadres projetés aussi, mais je suis même pas sûr. Donc voilà. Donc, c'est un boîtier qui ne m'a jamais intéressé par rapport à l'intérêt que l'on a comme on croise tellement de Super 23 ou de Universal que c'est mieux. Quitte à n'en acheter qu'un, achetez l'Universal, n'achetez pas le Super 23. Super 23 n'offre aucun intérêt puisque le système de bascule arrière est quasi inutilisable. Voilà. C'est quasi inutilisable. Le système Mamiya Universal et Super 23 offrent beaucoup d'accessoires macro. Il y a des bagues à longe, donc ça qui sont utilisables sur les deux. Et les bagues à longe, alors j'en ai un jeu quelque part, je ne l'ai pas retrouvé. Vous avez facile 10-12 cm de bagues à longe avec le set. Donc on peut commencer à envisager de la macro importante. Et ensuite, uniquement sur l'Universal, on peut utiliser des spacers, des espaceurs, qui eux se mettent entre le dos et le boîtier, et donc reprennent cette interface-là. Donc il y en a deux. Il y en a un grand, un petit, on peut en mettre deux grands, trois grands, quatre grands, et ainsi de suite. Voilà quoi. Après, bon, ça fait vraiment bricolage, mais bon, utilisé sur trépied avec un dépoli, et ainsi de suite. Donc on voit tout de suite l'ennui, parce que là, le télémètre, bien sûr, ne fonctionne plus, n'est pas couplé pour ça, et du coup, vous vous retrouvez à devoir mettre le dépoli, enlever le dépoli, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il y a des viseurs, coudés à angle coudé, des viseurs avec des loupes, des viseurs avec un miroir de renvoi et une loupe pour des usages sur statif, sur bande de reproduction, et ainsi de suite. Et à la limite, le fait que le boîtier ait un télémètre, dans cet usage-là, est sans importance, n'importe peu. Enfin voilà. Alors, maintenant, on va passer un peu en revue. On a vu les dos. Donc les dos, je vous rappelle, donc les dos type S sont les dos à préférer. Il y a un dos à éviter qui est le dos type K. Le dos type K est facile à reconnaître parce que il a un gros bouton ici. Je vais vous montrer sur le chromé, ça sera plus simple. Le dos K est très facile à reconnaître parce qu'il y a un gros bouton ici qui sert à avancer le film, qui est gros là, et puis au dos du dos, vous avez une, deux, trois fenêtres, ça dépend des années, qui vous permettent d'ouvrir ou non la petite fenêtre qui va vous permettre de voir le numéro sur le dos du papier du film. Donc l'avance est totalement manuelle. Sur ce dos aussi, l'avance est manuelle. C'est-à-dire que si vous oubliez d'avancer votre film, vous faites 12 vues sur le premier carré. Vous voyez ce que je veux dire. Mais vous devez aussi faire attention que vous passez bien du numéro 2 au numéro 3. La distance entre les images, c'est la distance entre le moment où vous partez et le moment où vous arrêtez, en lisant les valeurs sur le papier. Donc c'est assez... Moi j'en ai eu un, j'ai réussi à le faire reprendre quand je voulu acheter autre chose, voilà, parce que j'en avais eu un, et puis j'avais réussi à le revendre quand j'ai vendu mon premier Mamiya Press, Super 23, parce que quand j'ai eu besoin de sous, quoi. De toute façon, je revendais le boîtier, je n'avais pas gardé le dos, mais j'étais bien content de m'en débarrasser, et la fois d'après, j'ai bien fait attention de ne pas tomber sur ce dos-là, parce que c'est un dos 6-9, alors c'est un dos à système, c'est un dos qui peut faire 4,5, 6, 6 et 6-9. Et donc du coup, oui, il peut faire ces formats-là, à condition d'avoir les
les caches qui se mettent devant pour fermer la fenêtre d'exposition au format, sinon c'est un dos 6.9 point barre. Donc voilà, donc il y a des accessoires qui se glissent devant le volet et puis qui réduisent le format, et voilà. Et puis bien sûr, il y a des accessoires qui se mettent au niveau du viseur pour pouvoir cadrer les formats que vous avez sélectionnés. Voilà. Donc c'est très très rare que l'on en trouve un complet, c'est-à-dire complet avec tous ces caches. Voilà. D'abord parce que les caches du dos étaient au moins vendues avec le dos, mais je ne suis pas sûr que les caches du viseur étaient vendues avec le viseur, avec le dos. Parce que ça fait, sur le coup, ça fait une collection complète de caches, parce qu'il faut un cache par format et par focale. Donc c'est un problème. Focale, justement, parlons-en. Donc, je vais faire chauffer un peu la carte bleue, et je me suis acheté 3 objectifs. Alors, on va les prendre par ordre focal. Donc là, vous avez toutes les focales que j'ai pu trouver, soit dans les modes d'emploi, soit sur eBay. Il y a notamment un 90-3.5 qui, lui, est très... qui date du premier modèle, voilà. Qui n'a pas été retranscrit après. Ceux qui sont soulignés ont, à ma connaissance, existé en chromé et en noir. Donc je vous avais expliqué dans la vidéo que il y a ce système-là a eu 3 générations d'objectifs. Il y a eu les objectifs chromés, qui peuvent être les objectifs chromés, qui peuvent éventuellement être à point bleu. Voilà. Donc là, on a un objectif chromé à point bleu. Donc vous voyez, il y a ce petit levier qui a un point bleu. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux. Alors il est chromé parce que la bague de l'obturateur est chromée. D'accord. Le point bleu, c'est les versions tardives, réputées meilleures parce que un meilleur traitement et ainsi de suite. Et effectivement, celui-là, il a un traitement qui est plutôt pas mal, qui a l'air plutôt pas mal. Il y a les objectifs noirs qui, eux, se reconnaissent tout simplement parce que la bague d'obturateur est noire. Voilà. Et qui correspond donc à une version plus tardive et qui se retrouve avec un traitement anti-reflet multicouche qui correspond à celui du point bleu, quoi, grosso modo. Voilà. Donc on a certains objectifs qui ont eu des changements de focale en passage chromé à noir. Et on a des objectifs qui ont eu des... Comment ça s'appelle on a eu des objectifs qui ont eu la forme d'optique changée en passant de chromé à point noir. Et puis le point bleu, lui, c'est un traitement de surface qui est différent. Parce que là, donc là j'ai un objectif chromé mais qui n'est pas point bleu. Avec ma soufflette que j'ai paumée qui est là. Voilà, parce que... Donc là, on a un traitement, donc il est chromé parce que la bague est chromée, d'accord. Il est chromé parce que la bague de l'obturateur est chromée, mais l'anti-reflet, alors je ne sais pas si ça va bien se voir, il est bleuté, voilà, si, voilà, on voit, voilà, l'anti-reflet est bleuté. Voilà. Ce qui indique un certain type de produits chimiques déposés dessus. Par rapport à l'anti-reflet de celui-là, qui va être plutôt dans les ambres. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Il va être plutôt dans les ambres.
Je sais pas si ça se voit bien. Voilà. Et le point rouge a le même, le point bleu, pardon, a le même anti-reflet, un peu ambre, chose comme ça. Voilà. Donc pour ceux qui ont eu des Nikon anciens, on retrouve ces deux traitements. On retrouve ces deux traitements chez Nikon, genre avant 68, avant 68-70, on avait les traitements plutôt bleus, plutôt bleutés, que l'on pourrait dire c'est du monocouche. En fait, c'est pas du monocouche, c'est du bicouche. Et celui-là qui est ambré, correspond à un multicouche, mais ça doit être 3-4 couches, grand max, et ainsi de suite. Ça correspond, beaucoup, ça correspond visiblement au diaphale de chez Silor, pour ceux qui connaissent les lunettes. Et voilà quoi. Et donc c'est un traitement anti-reflet qui est ce qui est et il marche comme, enfin il marche bien. Voilà. Donc il y a des objectifs que je n'ai jamais connus en version chromée. Ils ont peut-être existé, mais je les ai jamais vus. Et on va commencer par le 50 mm. Alors le 50 mm, c'est une belle pièce d'optique. C'est une belle pièce d'optique. 50 mm, c'est très court en focale pour du 6-9. Donc on a un angle de champ à peu près équivalent à 24 mm, à peu près, 24-21 mm, quelque chose comme ça. On est dans les 100 degrés d'angle de champ. Il a un bouchon particulier à lui parce que la lentille arrière dépasse beaucoup. Et bien sûr, il a un pare-soleil à lui que je n'ai pas, et il a un viseur à lui que j'ai et qui va faire l'objet et il a un viseur. Voilà, il y a un viseur qui ressemble à ça. Voilà. On fera les viseurs après. Ensuite, alors c'est un 6 lentilles et qui est très bon, qui est vraiment bon. Voilà. Moi j'ai fait des pellicules test avec tout ça. Je les ai développés, je les ai regardés à la loupe, et ça fait 3 mois que je me dis il faut que je les scanne pour la vidéo. Voilà. Et je les ai toujours pas scannés. Voilà. Donc, parce que c'est des photos que j'ai faites de test, donc, et pas des photos que j'ai faites comment ça s'appelle, d'art ou de choses comme ça, et donc du coup, ça me gonfle. Voilà. Donc là, on a le 65 ouvert à 6.3. Alors, c'est la raison pour laquelle je m'étais... en fait, je voulais... les emmerdes ont commencé à... je voulais acheter cet objectif-là. 65 ouvert à 6.3. Voilà. Pourquoi le 65 ouvert à 6.3? Parce que c'est un dérivé de la formule de l'hypergon, du pléon, de choses comme ça. C'est un 4 lentilles seulement. En fait, c'est deux ménisques, le diaphragme, deux ménisques, et deux diaphragmes très bombés, et ainsi de suite. Et donc, c'est une formule optique préhistorique, hein, puisque c'est dérivé du pléon et de l'hypergon qui ont été des solutions pour de très grands angles des années 1900. Voilà. Et donc je m'étais dit, ah tiens, ça pourrait être sympa, j'ai envie d'essayer, et ainsi de suite, et puis voilà. Puis donc je me suis mis à la recherche de cet objectif-là, et puis bien sûr je l'ai trouvé, et puis j'en ai trouvé un pas cher, New Old Stock, avec la boîte, avec le viseur, voilà, donc un splendide viseur bien carré, bien cubique, voilà. Mais c'était un Blue Dot. Alors, je me suis dit, ah bah tiens, voilà. Donc, voilà. Et puis en fait, c'est décevant dans le sens où c'est étonnamment bon.
c'est étonnamment bon. En fait j'ai acheté des objectifs en me disant tiens, je vais avoir un certain rendu. Et en fait, j'ai un rendu qui est quand même très très moderne. Très très moderne pour le truc. J'en ai été surpris moi-même. C'est-à-dire que j'ai pris ça sur des sujets lointains. J'ai pris ça avec des sujets, avec alors il y avait un beau soleil, un fort contraste, avec des sujets de choses mécano-soudées, et ainsi de suite. Et puis bon, bah, tu vois les rivets, tu vois les... voilà quoi, c'est... Enfin bon, donc je suis assez déçu du résultat parce qu'il est bien meilleur que ce que j'en voulais. Voilà, bien meilleur que ce que j'en voulais, et donc je suis emmerdé avec ça parce que bon, bah, voilà. Alors, donc on a fait 50, 65. Après, il y a eu le 75. Alors, le 75, bah, c'est pareil, tout aussi décevant, c'est bon partout, et ainsi de suite. Donc, j'ai essayé à pleine ouverture, puis à F8, F8, F16, je crois, un truc comme ça, F11, F16. Voilà. Donc, le 75, lui, il a la particularité de couvrir le format Polaroid. Voilà. Donc, c'est pour ça que il y a un P rouge dessus. Voilà. Il y a un P rouge dessus. Ça, c'est parce qu'il couvre le format Polaroid, normalement, si j'ai bien compris. Donc ça correspond à un 35, un petit 35, un 35 horizontalement, verticalement. Vous allez me dire, mais comment ça qu'est-ce qu'il nous parle horizontalement et verticalement? Il y a Estor Burma sur Galerie Photo qui explique que quand on fait la conversion de focale avec d'un format à un autre, c'est plus judicieux de prendre le petit côté, voire de faire les conversions de focale à partir d'une focale équivalente correspondant à la diagonale du carré inscrite dans le format. C'est-à-dire que grosso modo, vous êtes plus proche en vous disant la focale standard du 24-36, ça correspond à la diagonale d'un carré de 24-24. Et là, on tombe dans les... je sais pas, j'ai pas fait le calcul. Et puis que de prendre la diagonale du format. Et en film 120, comme on est dans un carré de 54 par 54 pour le 6-6, la diagonale fait 75 mm. Donc, si on prend en horizontal, on se dit, bah oui, la diagonale doit faire dans les 90 mm du format en 6-9, donc un 75 c'est plus court. Mais en fait, ça correspondrait à la focale standard du carré inscrit dans le format 6-9. Donc ça c'est pareil, je l'ai essayé, c'est bon, ça déchire. En fait, ils sont tous bien. Ils sont tous bien. Il y en a qu'un que j'ai pas pu tester, c'est le 127 de mémoire. Voilà, donc après on a le 110, le 100 mm. Alors le 90-3.5 je l'ai pas, donc je me prononce pas dessus. On a le 100 ouvert à 3.5. Alors le 100 ouvert à 3.5, ça a été mon premier objectif en version noire que j'ai eu sur mon premier Super 23. Avec ça, j'ai fait des diapos Velvia, 50 ASA, un truc comme ça. Tu prends la loupe, tu rentres dedans, c'est merveilleux. Voilà, là j'ai fait 3 vues avec, 4 vues, 4 vues avec. Tu prends le compte-fil, tu peux compter les boulons, et ainsi de suite. Alors, on va dire, oui, les boulons, c'est du M20. C'est pas du M20, c'est de la clé de 24. Bon, effectivement, mais enfin, je suis quand même assez loin, et tout comme ça. Donc, le rendu est pas mal. Celui-là, après, on a un 127 ouvert à 4.7, qui est aussi avec le P rouge, qui est aussi avec le P rouge. Hop, si j'avance. Et la poussière, avec le P rouge, donc il couvre lui aussi le format Polaroid. Ce sont les deux seules optiques, 75 et 127, qui sont
indiqué par Mamiya comme couvrant le format du Polaroid qui fait grosso modo 7,5 cm par de 9,5 cm. On dit toujours que c'est du 8-10 cm, mais je ne sais pas si ça compte. Ensuite, on a le 100 ouvert à 2,8, mais celui-là, je vous l'ai déjà présenté. 100 ouvert à 2,8. Alors celui-là, c'est un chromé ancien avec un anti-reflet bleuté. Hein. Voilà, un anti-reflet plutôt bleuté. Anti-reflet qui est capable de vous renvoyer de la lumière. Donc, on se demande ce que ça a d'anti-reflet. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que dans mon boulot, j'ai accès à des optiques qui sont vraiment traitées anti-reflet et quand vous avez une pièce qui est traitée des deux côtés, des fois vous passez un bon moment pour vous dire attends, celle-là, c'est celle-là la bonne face ou c'est celle-là la bonne face. On passe des fois parce qu'on a vraiment des anti-reflets, on voit rien. Il y a vraiment la partie de lumière renvoyée, c'est zéro. Voilà. Et donc ça c'est un aspect marketing que quand quelqu'un paye un anti-reflet, il veut le voir. Et s'il ne le voit pas, il a l'impression qu'il a payé et qu'on l'a entubé. Et donc du coup, notamment dans les années 70, et notamment par exemple chez Nikon, des choses comme ça, ben, l'anti-reflet, il fallait qu'il se voit. Au moins sur les photos, des choses comme ça. Alors que quand vous achetez des composants optiques pour les labos et ainsi de suite, l'anti-reflet, bon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucun retour, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est amusant. Donc, bah, le 127, je ne l'ai pas essayé. J'étais parti pour l'essayer, et puis j'ai fait une connerie. Enfin bon, j'ai fait une connerie. C'est-à-dire que j'ai oublié d'enlever le volet. Donc j'ai fait mes 4 photos, j'ai avancé mon film, et puis j'allais pour remettre le volet, bah, il était déjà en place. Et donc j'ai 4 vues blanches, et puis voilà, donc je me suis dit, oh, ça me gonflait de les refaire, parce que bon, si en plus il est pas joli, il est pas, enfin voilà, il n'y a pas le cadre dans le, il n'y a pas le cadre dans le viseur, il n'y a pas, il était venu avec à pas cher avec le 100 mm, donc je l'ai mis dans un lot pour ce mode. Il semble qu'il n'y ait pas de 180 mm. J'en ai pas trouvé, ni sur eBay, ni dans les deux docs que j'ai consultés. Et après, il y a le 250 ouvert à 8 et le 250 ouvert à 5. Alors, le 250 ouvert à 5, j'en ai trouvé un. Voilà. Avec son pare-soleil. Alors, le pare-soleil, c'est un pare-soleil dit barne d'or, porte de grange, qui s'ouvre à la mano. Voilà. Je lui ai même offert un filtre jaune. Voilà. Hop. Alors, filtre jaune, diamètre 105. Diamètre 105. Voilà. Alors ça cadre un peu, donc le porte-filtre se démonte, pas le porte-filtre, le pare-soleil se démonte avec 3 vis. Voilà. Et je vais quand même enlever le filtre parce que alors il y a des tours. Alors moi j'ai acheté ça pour faire du noir et blanc hein, de toute façon. Et donc voilà, hop, 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 hop. Alors, 250 ouvert à 5. Alors bon, vous voyez, il y a un traitement anti-reflet, mais les reflets ont aussi à bien les montrer. Hein. Voilà. Donc le pare-soleil, à mon avis, n'est pas inutile. Et voilà. Et c'est pareil. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Alors il faudrait que je fasse un côte à côte avec les objectifs Hasselblad ou les objectifs Rolleiflex que j'ai, mais à la loupe, au compte-fil,
Tu regardes ça, tu te dis ah ouais quand même, ouais quand même, ouais, ça marche bien. Voilà. J'avais eu ça déjà, parce que mon premier Universal, je l'ai eu après mes déboires avec le Hasselblad 2000 FC modifié M. Et je n'avais eu les moyens à l'époque que de m'acheter la première version du Planard C qui est réputée pas bonne et qui est réputée enfin qui a été retouché par Zeiss, qui a été refait par Zeiss et ainsi de suite. Voilà. Qui n'a rien à voir avec le Planard des Rolleiflex biobjectifs, parce que il est un peu plus rétrofocus et ainsi de suite. Enfin bon, ils ont revu leur copie et puis les versions d'après étaient beaucoup mieux, mais voilà quoi. Donc j'ai eu deux objectifs avant de tous les Hasselblad que je vous ai montré. J'avais eu le Tessar 2.8 Zeiss Opton et j'ai eu le Planard 2.8 première version. Et le Tessar c'était pas terrible et le Planard, j'ai fait une photo qui m'a satisfait avec du Kodachrome 64 sur pied le Jitsu 515 Industrie, le miroir relevé et au 125e de seconde. Voilà, donc un Kodachrome 64 n'était pas réputé une pellicule très très douce. Et là j'ai commencé à avoir de la résolution et c'était F8, F8, F11 ou un truc comme ça. Voilà. Donc, mais à 2.8 c'était pas terrible. Et là j'ai fait 4 diaphes, j'ai fait 4 photos avec chacune des optiques et même à pleine ouverture, c'est bien. Bon, moi, c'est pas exactement ce que je cherchais dans l'idée de ce système-là, parce que des photos très bien, j'ai ça avec le Rolleiflex, j'ai ça avec le Rolleiflex 6008. Donc, je suis un peu dépité parce que je me dis, je ne l'ai pas acheté pour ça, quoi. Et donc, ça marche très bien. Voilà. Alors, chaque objectif a des petites subtilités d'utilisation, et ainsi de suite. Vous voyez, par exemple, si on va commencer par le 250, bon, il est complètement cylindrique et tubulaire. C'est pas du tout le même principe que les autres. Voilà. Tous les objectifs, à ma connaissance, ont un système pour pouvoir ouvrir l'obturateur et faire la mise au point sur le dépoli. Voilà. Et chacun a un fonctionnement un peu particulier. On va commencer par celui-là. Donc par exemple, si je veux ouvrir l'obturateur, il faut que je me mette il faut que je me mette en pose B. Il faut que je me mette en pose B, je choisis un diaphragme. J'ai un truc qui s'appelle CO pour Open Close dont je vais me servir. Et puis j'ai un levier, j'ai un bouton de déclencheur qui est ici, et puis j'ai un levier d'armement. Donc le principe c'est que je me mets en pose B, ça ne fonctionne qu'en pose B, j'arme avec le levier, j'arme l'obturateur, je me mets et j'utilise le bouton CO pour ouvrir. Alors je sais pas si on va le voir, si je le mets comme ça, tac, voilà, et ça s'ouvre, voilà, ça s'ouvre et c'est ouvert. Poum poum. On va envoyer dans l'autre sens. Et là c'est ouvert. Et pour refermer, je refais sur close. Voilà. Et donc comme ça a utilisé le moteur de l'obturateur, il faut que je le réarme si je veux le réouvrir et le refermer. D'accord. Bon. Je fais attention. Oui. Donc là, il est fermé, mais on voit quand même un rond blanc parce que ça correspond au reflet du truc. Et si je réactionne le truc mais que l'obturateur n'est pas armé, ça marche pas. Ah bah tiens, il est point bleu celui-là aussi, tiens. Voilà. Et par contre, j'ai le bouton du déclencheur là, et si j'appuie, parce que je suis en pose B, là il est ouvert. Là il est ouvert. Je peux actionner le diaphragme pour l'ouvrir et le fermer, et puis bien sûr quand je relâche le doigt, il se referme.
Tous les obturateurs vont jusqu'au 5 centièmes de seconde, ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce que, qu'est-ce que je veux dire, un objectif de cette taille-là, ben, j'aurais bien vu ça dans un Copal 1, mais non, ça doit être une taille 0. On a un sélecteur XM pour X synchroflash, M synchromagnésique, voilà. Et puis là, donc j'ai pris, si je prends une seconde, voilà, c'est bon, ça fonctionne, on est content. Alors, l'objectif pèse, il pèse son poids. Alors, il a la particularité de... Donc, il s'est gravé en mètres et en pieds. Et vous allez voir que il y a des graduations orange sur la bague de mise au point, et des graduations orange sur la bague de mise au point, et sur la bague de diaphragme. Et donc, grosso modo, quand vous entrez dans l'orange, il faut que le diaphragme soit sur une valeur orange, parce qu'on n'est pas sûr que le télémètre il soit suffisamment précis pour faire le bazar, et pour faire une mise au point de précision. La mise au point descend à 2,50 m. 2,50 m, ça fait un peu loin quand même. Voilà. Alors je ne l'ai pas essayé en condition de portrait, moi j'ai fait de la photo industrielle avec la photo de charpente métallique. Donc à main levée, j'ai fait mes tests à main levée, ça marchait bien. Je l'ai fait en noir et blanc, donc j'ai pas pu voir l'aberration chromatique parce que l'indice, le petit R rouge pour... alors ça c'est un truc, ça, je sais pas si vous l'avez jamais dit. Voilà, donc sur l'objectif là, on a un petit R rouge qui est sur l'échelle, on a le petit triangle rouge devant l'infini et on a un petit R rouge qui est de l'autre côté. Voilà. Et ça, c'est intéressant à voir. Quand les objectifs font ça, c'est intéressant parce que ça vous donne une idée de l'aberration chromatique. Parce que le R rouge, ça serait pour l'infrarouge. Et donc, ça donne une idée de comment est corrigé l'objectif pour au niveau du rouge. Parce que bien sûr, l'infrarouge, il n'est pas à 12 000 km après le rouge, il est tout de suite après. Alors, ça ne veut pas dire que la variation de mise au point avec la longueur d'onde soit une fonction linéaire. C'est pas ce que j'ai dit. Bien au contraire d'ailleurs. C'est loin d'être linéaire. Et on peut avoir des objectifs qui sont focalisés sur 3 longueurs d'onde de manière assez plate dans le visible et qui tout d'un coup montent en flèche pour l'infrarouge ou l'ultraviolet. C'est même très courant. C'est même très courant ce comportement-là. Mais bon, ça donne une petite idée du niveau de correction apporté sur l'objectif. Voilà. Les objectifs noirs standards, bon, comme le 103.5 ou le 103.5, le 150 et le 127, eux ont aussi cette possibilité d'ouvrir l'obturateur. Alors de mémoire, si je dis pas de bêtises, ça doit fonctionner par contre à n'importe quelle vitesse. Non, ça ne fonctionne qu'en pause B. Ça ne fonctionne qu'en pause B. Donc il faut se mettre en pause B. Hop, on arme le bousin. Et celui-là, il a été... Ah, alors je suis en train de dire une bêtise. Ah bah non. Donc faut l'armer. Faut l'armer et ça fonctionne. Oui. Donc faut l'armer et ça fonctionne à n'importe quelle vitesse. Donc celui-là, il a un petit levier. Il a un petit levier chromé au bout du doigt. Voilà, il a un petit levier chromé au bout du doigt. Ça, c'est le levier d'armement. Ça, c'est un petit levier. Et le levier permet de fermer, enfin normalement. Si, c'est bon, il a fermé. Il a fermé. Alors, ça fonctionne, obturateur fermé, mais voilà, ça, il faut quand même que l'obturateur soit
soit... ouais. Il faut quand même que l'obturateur soit armé pour que ça fonctionne. Parce que si l'obturateur n'est pas armé, ça ne fonctionne pas. D'accord. Et normalement, si je ne me trompe pas, le 127, lui c'est une petite tirette. C'est une petite tirette. Alors, il précise bien dans le mode d'emploi qu'il faut y aller tout doux sur ces systèmes-là, parce que c'est un coup à bousiller le mécanisme. Voilà. Alors celui-là, je me souviens plus. Je sais qu'il y en a un qui a besoin d'une révision. Donc c'est une petite tirette que l'on va tirer. Voilà. Petite tirette que l'on va tirer. Voilà. Tirette chromée. Voilà. Donc c'est ouvert. Et puis normalement, on la repousse délicatement et ça se referme. Voilà. On a sur tous les objectifs un endroit où visser le déclencheur de la poignée. Voilà. Et donc, et c'est ça qui permet de déclencher de manière confortable l'objectif sur le truc. Le 75 est du même acabit. Le 102.8 et le 65, eux, sont chromés. Et eux, c'est un peu différent pour faire fonctionner. Donc, que je dise pas de bêtises. Tac, 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 tac. Hop. Il faut se mettre en position B. Voilà. Boum, boum. Hop. Alors, il faut armer l'obturateur. Armer l'obturateur. Ensuite, il faut se mettre en pose B en tournant la plaque chromée extérieure. Et là, vous avez un petit levier qui actionne un doigt qui vient en contact avec le déclencheur. Et là, l'obturateur est ouvert. D'accord. Et puis quand on veut refermer, hop. Alors c'est important à savoir, tout simplement pour ne pas actionner le mauvais levier en prise de vue quand vous en avez que faire de observer votre film sur le dépoli, votre image sur le dépoli. C'est pour ça que je vous le montre. Oui, c'est bon, c'est sympa d'avoir cette possibilité-là, mais un, en a-t-on réellement besoin? Et deux, qu'est-ce qu'on va en faire? Quand est-ce qu'on en aura besoin? Si vous n'avez pas de dépoli, si vous n'avez pas de trépied, comment utiliser ça de manière sereine, efficace, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin bref, c'est pas un truc à utiliser, c'est pas un truc utilisable, y compris à main levée. Maintenant, nous allons voir les viseurs. Alors, donc, j'en ai 4 à vous présenter. Il y a un viseur pour le 50, il y a un viseur pour le 65, il y a un viseur pour le 75. Donc ça fait trois modèles différents. Alors on va commencer par le 65 parce que c'est le plus simple. Donc c'est un viseur qui date du premier modèle. Il a changé de couleur suivant les années et ainsi de suite. Les premiers étaient plutôt beige clair et ainsi de suite. Par contre, il n'a pas changé en fonction optique. C'est vraiment limité point de vue qualité optique. Il n'y a pas réellement, point de vue distorsion, ça va. La distorsion est bien corrigée, c'est pas mal. Il a un grandissement extrêmement proche de 1. C'est vraiment minimum comme sensation grand angle. C'est assez intéressant parce que finalement, bah oui, mais donc là il tourne beaucoup dedans. Le réglage, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Voilà, donc on a 2 petites dents triangulaires en haut, 2 petites dents triangulaires en bas. Bah,
Ça vous permet de faire la différence entre 6.9 et 6.7. Donc ça veut dire que le champ, c'est la ferraille du viseur qui limite le champ. Voilà. Et les petites dents que vous avez vues servent uniquement à définir 6.7, 6.9. Comme qui dirait, c'est beau, c'est simple, c'est magnifique. Bon, on est d'accord. Ils ne sont pas foulés. Et on a un système comment ça s'appelle, de gestion de la parallaxe qui se fait par l'arrière. Et donc le principe, c'est tu as l'oculaire à l'arrière que tu soulèves ou que tu rabaisses en fonction de la distance qui est marquée derrière. Il y a un côté en mètres, il y a un côté en mètres, il y a un côté en pieds. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous mettre le côté en mètres. Voilà, c'est quand même très succinct. C'est très succinct. Bon, enfin bref. Ça fait le job. Quand j'ai fait les photos, j'ai pas trouvé un cadrage à des kilomètres de ce que j'avais vu. Bon, c'est de l'argentique. L'argentique, c'est tu déclenches le lundi, le mardi tu développes, le mercredi c'est sec, tu regardes avec la loupe. Voilà. Enfin bon, comme c'était des photos de test, j'ai essayé de faire des cadrages les plus répétitifs possibles, c'est-à-dire que je me déplaçais j'avais deux points comment ça s'appelle, deux points de prise de vue pour chaque objectif et ainsi de suite. J'ai fait ça sérieusement, au point que j'en ai oublié d'enlever le volet pour un objectif, mais bon, c'est pas grave. On recommencera. Donc ça fait le job, voilà. C'était livré avec, merci. Voilà. Dedans on n'a pas de niveau à bulle, rien que dalle. De toute façon il n'y a rien, il n'y a que dalle, il n'y a pas de niveau à bulle. Maintenant je vais vous présenter le viseur du 50 et du 75 et du 100 mm et du 127 mm. Voilà, alors je vais essayer de faire ça sans les abîmer, parce que en fait vous allez vous apercevoir que, alors donc voilà, donc ce sont ces trois viseurs là qu'on va regarder. Vous dites pourquoi ils se présentent ensemble? Parce qu'ils se ressemblent. Alors comme ils se ressemblent, voilà, et en fait, et ils se ressemblent à un tel point, c'est que optiquement parlant, ce sont les mêmes viseurs. C'est la même optique qui est dedans. Ce qui change dedans, c'est le petit dépôt métallique. Alors ça, je ne suis pas sûr qu'on va le voir. Voilà, donc là j'ai le 50, là j'ai le 75. Et en fait, ce qui va changer, c'est, je me mets dans la lumière, c'est le petit dépôt métallique. Le petit dépôt métallique sur la lentille arrière. Il n'y a que ça qui change. Il n'y a que ça qui change. Sinon, optiquement parlant, ce sont exactement les mêmes. On peut même s'amuser à se faire des jumelles. Oh, c'est marrant. Oh, tiens, j'ai jamais essayé. Voilà. Donc, on voit exactement la même chose dedans, angulairement parlant. Bien sûr, il y a des cadres projetés. Il y a des cadres projetés qui, eux, on définissent le cadre. Voilà. Donc celui-là, alors c'est marqué. Alors, et pourquoi je perds du temps là-dessus? C'est que ceux qui cherchent des viseurs pour se faire des appareils photo rigides avec d'autres focales et ainsi de suite, si vous ne trouvez pas le viseur du 50 mm, prenez le viseur du 75 ou le viseur ou ce viseur-là dont personne ne veut, qui a la même optique. Et puis vous mettez un cadre devant pour définir le format que vous allez photographier. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que le viseur du 50 est recherché déjà par tous ceux qui ont des 50 mm, et puis par tous ceux qui font des petites chambres rigides avec des objectifs de chambre et ainsi de suite. Voilà quoi. Donc c'est quelque chose d'assez recherché. Et donc ces viseurs-là ont un... donc celui-là, il y a un poil de cul avec. Celui-là, il est fait pour le Polaroid.
pour utiliser le Polaroid. Et donc il n'a pas les formats, il a juste des cadres concentriques dedans, sans de distinction de 6,7, 6,9. Et il y a 3 focales dedans, 75, 100, 127 mm. Voilà. Et pour le format, 3 pouces 1 quart par 4 pouces 1 quart. Voilà. Donc il fait 75 mm et par 95 mm. Et enfin, que 4 pouces 1 quart, c'est censé faire 105 mm, hein, parce que je vous fais le pouce à 25, donc 4 pouces, ça fait 100 mm. Le viseur du 75 est marqué 75 Finder, et là, du coup, dedans, il n'y a que les cadres 6,7, 6,9. D'accord? Et Polaroid. 6,7, 6,9 et Polaroid. Et alors que dans celui-là, c'est celui du 50 mm, celui du 50 mm, et bien il n'y a que le cadre 6,7,6,9 du 50 mm. Mais je suis en train de vérifier un truc parce que là, pouf, 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 pouf. Ah ouais, non. Je pensais que le 75 au Polaroid cadrait comme le 50 en 6,9, mais en fait non. Il y a quand même un peu plus de champ photographié. Donc on a une bague de verrouillage, lock. On a une bague de verrouillage, lock, qui va se verrouiller sur la vis de la griffe porte-flash du Mamiya. Et puis derrière, on a une bague en mètre et en pied, mètre en blanc, pied en jaune, pour la correction de parallaxe. Et ben voilà. Donc on a fait le tour. Donc je vous dis, c'est un système que j'ai acheté pensant notamment avec le 65 avoir un rendu plutôt ancien, un rendu du fait de la simplicité de l'objectif, de son aspect grand angle un peu comme un 35 mm, mais vraiment très très simple puisque uniquement 4 lentilles. Et hélas, c'est trop bon, c'est meilleur que ce que j'en voulais. Donc je suis emmerdé pour ça. Le 103.5, je savais que ça allait être très bon parce que j'en ai déjà eu. Le 100 Vera 2.8, lui, il a un petit côté Noctilux bien agréable. Et puis les autres, finalement, ils sont plutôt classés très bons que très bon que optique de caractère. Donc en plus, comme je vous le disais, ça fait un format 24-36, 2 par 3, 6 par 9, c'est ça. On verra ce que ça va donner avec les dos 6-8. Je ne suis pas sûr que ça va faire un choc culturel important. On verra bien. On va essayer. Puis voilà. Bon, enfin, pour l'instant, la suite au prochain numéro. Soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser. Et puis, faites des images. Au revoir.